Au nom de la province de Haute, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue ce soir. Et pour introduire immédiatement la conférence, je vais commencer par vous présenter les intervenants, avec Giovanna Massoni, qui est la commissaire de cette expo au charbon, qui est commissaire d'exposition, consultante et experte reconnue en design. Victoria Foster-Cobet, qui est là, voilà, de BC Materials, dont on parle beaucoup dans le monde du design actuellement. Donc BC Materials, une agence spécialisée dans la réutilisation de terres d'excavation de chantier dans la construction architecturale. Alors, Corentin, Florian et Charles, je crois qu'il y en a deux qui sont là. Et le troisième qui se cache. Voilà, très bien. Donc, du studio Bento, donc jeune studio d'architecture, qui vient de remporter la représentation de la Belgique à la prochaine Biennale d'architecture de Mulhouse. Un projet sur les matériaux vivants. Bien intégré aux matières, comme vous le rappelle notre partenaire dans ce projet, la philosophe Yann Delcret. Et puis Nicolas Agenet et David Bay, professeur à Lyon, à la faculté de génie architectural et urbain. Avant de leur céder la parole, je voudrais juste vous parler de deux événements également dans le cadre de cette exposition au charbon. Donc du 2 au 4 décembre, on a un week-end autour de la Sainte Barbe de l'écrivain Constant Malga. Et puis le 6 janvier, on aura une nouvelle table ronde sur l'avenir, ou le non-avenir d'ailleurs, des énergies fossiles avec Nicolas Dupont, Léo Coppens et Patrick Bocopens. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je remercie mes collègues et les équipes du Grand Orient pour la préparation de cette soirée. Je cède la réponse à Giovanna, qui va vous introduire la conférence ce soir. Bonne soirée. Bon, vraiment, juste deux mots, parce qu'on a pris du retard. Et je remercie beaucoup les intervenants de ce soir, Nicolas et David, parce que c'est leur création, en fait, cette conférence. On avait commencé à échanger un peu sur la problématique non seulement des matériaux et du post-carbone, mais aussi de l'architecture, de l'industrie de la construction, des démolitions, etc. C'est des arguments plutôt fondamentaux aujourd'hui, sachant que l'industrie de la construction est responsable de pas mal d'émissions de gaz et déchets non réutilisés. Donc on va parler matériaux, on va parler architecture, et bien entendu dans ce monde du projet, le design est certainement directement intéressés, donc ceux qui sont plutôt dans le design auront le droit de prendre ce soir. Il y aura un débat à la fin, et là, lâchez-vous et essayez de poser les bonnes questions, et ce sera un moment plutôt important parce que normalement c'est les questions qui sont plus intéressantes des statements. Et suite à ça, un petit verre à la fin. Voilà, je vous remercie et bonne conférence. Travaillez sur vos questions. Voilà, merci. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci Giovanna, merci le CID pour votre accueil. Nous sommes très contents d'intervenir ce soir ici même, car nous travaillons au sein du même territoire. Nous sommes assistants et doctorants à la faculté polytechnique de l'Université de Mons. Nous enseignons le projet d'architecture à des futurs ingénieurs architectes. Et en ce qui concerne nos thématiques de recherche, Nicolas travaille sur l'adaptativité et la faible transformation en architecture, et moi-même je travaille sur la représentation des ambiances et les liens entre esthétique et écosophie. La question du design post-carbone invite à ouvrir la discussion sur la matière pour écrire de nouvelles narrations au sein de nos pratiques. Il y a donc matière à discussion, et c'est ainsi que nous ouvrons cette soirée. Notre intervention va se structurer en deux parties. La première partie permettra d'introduire cette notion de post-carbone et de ce qui pourrait être un changement possible de paradigme.
Et la deuxième partie nous permettra de parler de la matière à travers nos pratiques, que ce soit pédagogiques ou encore scientifiques. Le mot post-carbone fait référence à l'empreinte carbone d'une société. Et cette notion de post-carbone désigne une société qui rompt avec l'utilisation massive de ressources fossiles, charbon, gaz et pétrole, afin de stopper les émissions de gaz à effet de serre. Mais ce terme vient aussi mettre en avant la crise climatique et énergétique, la raréfaction des matériaux et cette période nommée Anthropocène, où l'impact de l'homme sur son environnement est massif et destructeur. Le charbon de terre, en l'occurrence, est le symbole de l'avènement d'une puissance industrielle qui sort notre civilisation de l'utilisation de l'énergie humaine, animale ou encore hydraulique. Il est un des premiers combustibles fossiles utilisés par les hommes. Le lien entre le charbon et la construction n'est pas tant pour une série de matériaux issus de la matière, cette matière qui est le charbon, mais plutôt pour mettre en avant l'énergie de transformation qui en découle, et donc de ce qui a modifié notre civilisation, y compris dans l'architecture. Et donc on a décidé de commencer par une petite histoire. Et donc ici on se retrouve en fait à l'entrée du Crystal Palace à Londres en 1851, donc qui est en fait un palais d'exposition pour l'exposition universelle. Et donc en fait ce Crystal Palace de Joseph Paxton, c'est pour de nombreux historiens d'architecture, en fait c'est vraiment le bâtiment originel de la modernité. Et donc comme vous l'avez vu juste avant, il y avait un bloc de charbon voilà, assez énorme, je ne sais pas si vous l'avez retrouvé sur les maps. Mais voilà, c'était l'entrée de l'exposition en fait, donc, ce qui montre le lien entre l'exploitation du charbon et l'architecture moderne. Et donc c'est l'utilisation évidemment de nouveaux matériaux qui sont possibles par la libération de l'énergie du charbon. Et donc ce qui va conditionner en fait le charbon et la thermodynamique, quand les deux transforment en fait la construction massive, qui est plutôt habituelle à cette époque, en enveloppe légère de verre et d'acier, comme on peut le voir ici. Et donc ce Crystal Palace en fait il marque durablement l'imaginaire occidental. C'est vraiment une prouesse technique. C'est aussi un objet un peu de démesure et c'est considéré comme une merveille. Et donc c'est une profonde rupture esthétique. Et c'est aussi la période des colonisations, des empires coloniaux, et donc c'est un modèle qui s'adresse finalement au monde entier par là. Et donc ce qu'il exprime de la modernité, en fait, c'est l'idée d'un progrès universel, mais aussi une décontextualisation. C'est en fait un positionnement supérieur par rapport à la nature ou au territoire de l'homme. Et donc c'est une dématérialisation et un aspect générique de la construction qui met en avant plutôt une beauté des formes qui s'abstraient de la matière justement et de la compréhension de sa fabrication. En fait, sur cette image, on voit qu'on crée un monde en soi, un environnement maîtrisé sans relation finalement à une situation précise. Et donc on passe à un petit saut dans le temps, après finalement le développement moderne, de l'architecture moderne au début du XXe siècle, passent les deux guerres mondiales et l'avènement du mouvement moderne en style international. Donc c'est la diffusion finalement de ces architectures de béton, d'acier, de verre qui deviennent une grammaire constructive qui se répand partout dans le monde et en fait qui malheureusement par rapport au modèle qu'on voit ici est plutôt un duplicata de ces signatures d'architecture. Donc là on vous proposait la maison de verre de Philip Johnson et le Seagram Building de Mies van der Rohe, donc qui sont vraiment des figures du modernisme et du style international du coup. Et malheureusement ça va se déployer en autant de boîtes climatisées et arriver à une uniformisation un peu du paysage urbain autour du monde.
Donc ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est cette période où le pétrole, l'exploitation du pétrole vient compléter l'exploitation du charbon. Et donc il y a un petit changement de paradigme tournant des années 70, 60-70. Et donc ce qu'on vous montre ici, c'est le travail de Super Studio, donc un collectif d'architectes italiens de cette période. Et en fait, il y a une contestation de ce mouvement moderne dans la fin des années 60. Et ce que montre le travail de Super Studio, c'est en fait le caractère dystopique de ce fantasme de la disparition de l'architecture qu'on voyait déjà dans le Crystal Palace du départ. En fait, c'est en fait ce qu'il propose, c'est un monument continu, c'est le nom de ce type d'illustration. Et en fait, ça montre l'ambivalence entre un mode de vie primitif, un peu nomade technologique, et la libération de l'architecture. Donc là, il n'y a plus de mur, il n'y a plus rien. Mais en fait, il n'y a pas plus rien, parce que ce qu'on voit, c'est une infrastructure, donc l'omniprésence en fait, de l'architecture qui est mise au même niveau que le paysage naturel. Donc voilà une autre illustration. Et donc nous, on est 50 ans plus tard, et donc où on est? Est-ce qu'on habite, comme c'est techno-primitif, dans des environnements bien tempérés, pour tout de même trouver une joie de vie simple dans une prolifération technique globale? Et est-ce que c'est ça qu'on va atteindre quand on parle d'une société post-carbone? Ben, ça dépend de ce qu'on entend par post-carbone, justement, puisqu'en fait, ici, on n'est plus dans l'illustration des années 70 de Super Studio, mais on est dans un projet en cours. Donc c'est un projet en Arabie Saoudite par le groupement The Neom, qui s'appelle The Line, qui est une construction prévue de 170 km de long dans le désert, là-bas. Et donc ce projet, si vous regardez, je vous invite à regarder, enfin on vous invite à regarder la vidéo de promotion de ce projet, parce que c'est proprement hallucinant, parce que c'est vendu comme un projet zéro carbone. Donc voilà, c'est aussi post-carbone, mais est-ce que c'est vraiment post-carbone? Voilà une autre image promotionnelle. Et donc nous, ce soir, ce qu'on proposait un petit peu plus pour la vision du post-carbone qui paraît nous regrouper, c'est plutôt un nouveau récit de société. Et donc on s'appuie un petit peu sur des penseurs contemporains, dont malheureusement l'un nous a quittés récemment, il s'agit de Bruno Latour. Et donc en fait, quand on se positionne en disant le carbone, c'est le seul ennemi qu'on a à abattre, on pense que c'est une vision un peu simpliste et qu'on se trompe un petit peu, quoi. En fait, Bruno Latour nous dit qu'il faut plutôt dépasser cette opposition simpliste entre nature et culture, essayer d'aller un peu plus loin que ce solutionnisme technologique. Et donc on s'appuie aussi sur la pensée d'Aurélien Barraud, qui lui parle de narration politique. Il faut raconter autre chose pour rendre ce futur post-carbone désirable. Et donc, pour le lien directement avec l'architecture, nous, on se dit, les concepteurs aujourd'hui se posent d'autres questions. Donc déjà, est-ce qu'on doit construire? Première question. Qu'est-ce qui est déjà là pour faire projet? Quelles matières sont disponibles de façon renouvelable pour construire? Et puis aussi la vie du bâtiment, donc comment voir son appropriation, son adaptation dans le temps, etc. Et puis on s'est dit, voilà, la matière en fait c'est un outil relationnel pour dépasser cette vue un peu simpliste d'une dimension post-carbone comme uniquement une performance. Et donc ce qu'apporte la matière en fait c'est du nouveau relationnel. On retisse des liens de société et voilà, il y a une transmission puisque c'est ce qui nous rejoint ce soir aussi. Nous allons passer maintenant à la deuxième partie et nous allons vous énoncer quelques principes que nous essayons de mettre en place dans notre pratique pédagogique en tout. Nous avons organisé ce raisonnement à travers deux notions. La première est se rendre disponible à la matière, qui est plutôt une forme d'attitude. Et la deuxième partie, c'est des savoirs expérimentaux partagés qui s'ouvrent plutôt à des questions d'aptitude. Donc, se rendre disponible à la matière consiste à avoir une position d'humilité face à la matière. Évidemment, cela fait écho à la spécificité de chaque matière et des matériaux qui en découlent pour les utiliser de la manière la plus juste.
Un travail conséquent est à faire dans l'apprentissage de ces nouvelles matières de faible transformation, comme le biosourcé, le géosourcé ou encore les matériaux de réemploi. Mais c'est aussi répondre à un contexte de finitude des matériaux dans leur approvisionnement, de prendre en compte la spécificité d'un territoire dans les matériaux disponibles et d'accepter l'imperfection due au caractère vivant des ressources utilisées. Il nous paraît important de transmettre ces nouveaux raisonnements et d'enseigner une attitude d'ouverture poétique sous forme de processus dans la manière d'accueillir ces éléments. Un des principes pédagogiques que nous proposons à nos étudiants dès la première année d'atelier vise à appréhender les contraintes comme des ressources pour apprendre à conjuguer avec ce qui est disponible. Et pour cela, outre la définition d'un programme qu'on a l'habitude d'avoir pour les étudiants, nous proposons de tirer au sort des contraintes de façon arbitraire, comme on le voit une matière, une forme ou un principe structurel. Ainsi, nous espérons initier chez les étudiants une attitude d'ouverture créative en partant des ressources existantes ou disponibles plutôt que d'envie ex nihilo. Et cela de façon ludique. Cela permet de confronter l'étudiant à une suite de ressources non choisies qui va devoir être à même de mettre en relation. Le rôle de l'architecte n'étant plus celui qui marque sa forme architecturale propre, mais celui qui l'a conjuguée. Il est important pour nous que l'exercice ne soit pas juste un exercice conceptuel, mais qu'il soit lié à un contexte. Les étudiants arpentent à différents moments du quadrimestre le site pour appréhender la présence de leur projet au cœur de celui-ci. Comme ici, vous voyez, ils sont en train de tracer une emprise au sol sur les formes qu'on avait établies en avant. L'autre point, se rendre disponible à la matière, c'est aussi envisager la conception du projet dans la dimension sensible de la matière. C'est pourquoi le design post-carbone questionne aussi une dimension esthétique. Par rapport au déroulé habituel d'aller le plus rapidement possible vers un objet fini et défini parfaitement, les ressources de faible transformation se caractérisent par leur imperfection et par un certain degré d'incertitude. Je prendrai pour exemple le revêtement à la chaux perspirant qui va réguler l'humidité et donc changer de teinte et de texture, ou encore, par cette illustration, l'utilisation d'une fenêtre issue du réemploi. On se situe dans un projet à Bruxelles, c'est le bâtiment de la Zinneke. C'est un travail de West Architecture, un bureau d'architecture, avec Rotor qui sont pour ce projet conseillers en réemploi. Ce qu'on voit ici, c'est leur document, et ce qu'on voit ici, c'est qu'ils font une étude de la façade possible, en créant des limites, en fait, des sources, en fait, qu'ils pourraient avoir. Donc, ils se mettent un minimum et un maximum, et ils essayent d'avoir, comme on le sait très bien, une écriture de la façade, une écriture architecturale. Donc, comment faire les deux, comment déterminer des choses fixes et en même temps accueillir, en fait, ce qui peut être disponible. Je vais maintenant m'appuyer sur mon travail de recherche pour illustrer cette dimension de formalisation. On peut mettre en relation le travail de Peter Zumthor. Dans son projet des termes que vous voyez ici, il y a 4 représentations, il pose la matière et l'atmosphère qu'il veut créer dès les premières intentions du projet et tente de garder cette force expressive comme guide le long du processus de conception, notamment en privilégiant systématiquement l'usage du dessin à la main, ce qui laisse toujours une petite part d'indéfinition dans sa formalisation. Il publie dans un de ses ouvrages les documents relatifs à une chapelle en Allemagne. Je prends ça comme exemple. Ces formes de représentation s'identifient à un double langage, celui du croquis et celui du géométral, les vues géométrales qu'on a l'habitude d'avoir, proposant ainsi une forme de représentation plus ouverte à la lecture d'un espace, à son expression, qui est un peu son atmosphère, et à l'évocation d'une matière. Entre autres, ici, c'est un projet qui est fait d'un béton de terre qui est compacté
Et d'un processus de construction, comme vous le voyez, il marque en fait les différentes épaisseurs qui vont être compactées par la suite une cinquantaine. Pour nos étudiants, nous les invitons à s'inspirer de cette approche où le dessin à la main ou encore la maquette physique est favorisé tout au long du projet pour son expression sensible et d'accepter cette part d'indéfinition dans leur travail. Et donc, pour la troisième partie de notre présentation, on s'attache un petit peu à l'aspect expérimental des savoirs qui sont liés justement à ce type de matérialité. Donc, ce sera en 2 points. Usage matière est déjà là, et puis expérimentation de la matière et partage. Et donc, pour un premier point, en fait, c'est l'idée que la faible transformation dont on parle de la matière peut aussi être envisagée pour la faible transformation de l'espace bâti en lui-même. Et donc, je m'intéresse à cette démarche esthétique qui lie usage et matière, où les concepteurs essayent de poser en fait une condition d'adaptabilité. Une ouverture du programme, une part d'indéfini en fait, et un type de conception qui, en l'état de ma recherche, je nomme plasticité non formelle. Donc l'exemple que je vous ai mis ici, c'est le travail d'Arturo Franco, que j'aime beaucoup. 2 projets de lui, donc à droite vous avez le hangar 8B, donc qui est une partie de Matadero à Madrid. Et donc en fait il a récupéré les tuiles de la toiture qui étaient amenées à être démontées pour faire le cloisonnement et le rendre un peu poreux, en fait, voilà, quelque chose d'un peu plus ouvert et de très poétique en même temps. Et puis une maison secondaire, donc de famille, où en fait il a à disposition ces planches de bois sanglées, et comme vous voyez sur le petit schéma, en fait il fait comme une installation dans cette maison qui laisse un peu libre, un usage un peu plus ludique de cette maison. Et donc, moi je m'intéresse aussi plus précisément à quelques beaux exemples de ce type de conception qui sont présents sur le territoire wallon. Donc, en fait, ce qui m'intéresse, c'est ce côté d'acceptation des imperfections de la matière, du vécu de cette matière, et ce qui va être à vivre par la suite aussi. Donc, c'est un peu faire avec les traces. Et donc ça marche pour je l'emploie aussi pour les nouveaux aménagements, et comme on le voit ici dans l'existant évidemment avec la valeur d'ancienneté de ces bâtiments. Et donc là l'exemple c'est le terril du Martinet à Charleroi, donc, qui est réhabilité par dessin et construction. Et en fait tout le processus de ce projet a été mené par un collectif d'habitants du quartier, dont d'anciens qui travaillaient dans ce charbonnage. Et donc ce qui est intéressant ici, c'est que l'architecte en fait a accompagné ce process et a réhabilité à minima avec ce petit souci justement de garder les traces pour donner un nouvel usage à ces espaces, mais avec une forte économie de moyens en fait. Et donc voilà, c'est une réunion de participation par les habitants, par exemple dans l'ancienne salle des pendus de ce charbonnage. Et puis c'est aussi pour montrer justement cette attention à l'existant. Comment ça peut être inspirant, c'est aussi la transformation évidemment des terrils qui étaient juste un tas de déchets industriels et qui aujourd'hui sont une ressource écologique extrêmement intéressante. Et donc il y a aussi un travail d'accompagnement de cette ressource, de transformation donc en biomasse, et puis la dépollution, la gestion de la dépollution des sols par phytomanagement, côté paysager. Là, je vous mets aussi quelques autres beaux exemples, donc la Maison Folie à Mons, tous les projets qui sont menés sur l'Université de Liège et le Palais des Expositions à Charleroi. Et donc en fait, moi, par rapport à ces choses-là, c'est vraiment poser l'hypothèse que dans ce type de conception, on envisage le projet moins en termes de composition géométrique et matérielle, mais plus en termes de perception écologique. Et donc c'est-à-dire que, alors c'est selon le psychologue américain J.G. Gibson, que en fait sa définition c'est qu'on perçoit ce qui nous entoure plutôt en termes de potentialité, d'un agencement de surface et de substance dans un milieu, plutôt qu'une composition, enfin une vision assez mathématique. Et donc il appelle ces potentialités des affordances. Et donc comment transmettre en fait cette attention déjà là à nos étudiants,
travailler ce côté d'aptitude pour faire avec ses potentialités. Et bien en fait, on a eu la chance de pouvoir mener un ensemble de workshops à la Louvière, donc de 2018 à 2020. Et donc voilà, c'est le deuxième point d'expérimentation vraiment où les étudiants se confrontent à la matière, mais pas seulement les étudiants. Le but était de mélanger citoyens, académiques, étudiants et professionnels. Et donc en fait, pendant 2 ans, on a eu une série de 5 workshops. Je reviens sur la matière parce que c'est ça le but de ces workshops, c'est de partir d'une matière qui était plutôt destinée au rebut. Donc là, c'est des panneaux de transport de fûts de bière qui ont été stockés pendant des années sur un parking, vous voyez la quantité. Et puis d'optimiser cette ressource finalement pour proposer un aménagement de type halle, un peu un clin d'œil au passé industriel de cette friche, et de montrer justement les potentialités de cette matière. Et donc on passe d'un dégoût un petit peu au départ, et en une semaine de workshop, en fait, quand on commence à travailler cette matière-là, avec les étudiants, il y a une affinité qui se crée, et puis ça a aussi servi à tout un ensemble d'événements sur lesquels on a aussi retravaillé avec la même matière pour voilà, des performances, un musée éphémère avec des objets des habitants. Et puis dans un autre, donc sur les 5 workshops, donc ça c'est un autre workshop qu'on a réalisé avec BC. Donc c'était l'idée de confronter un savoir en terre crue et un savoir en pierre. Donc de voir en fait pendant une semaine avec les étudiants, tout le monde un peu au même niveau, on teste, quoi, on crée du savoir expérimental. Et parce que c'est pas deux matières qui sont souvent confrontées de cette façon-là en fait, parce que là c'est la terre du site. Et c'est des pierres d'une carrière de Hainaut qui est pas loin, c'est des rebuts de la carrière. Voilà, c'était assez intéressant. Et donc, pour nous, en fait, c'est une façon, effectivement, pour les étudiants d'acquérir ces aptitudes dont on parle, à fonctionner plutôt par opportunité et d'être ouvert à ces affordances que j'évoquais avant, donc du site et des matières. Donc, avant de finir, comme on vient de le voir, la place de l'expérimentation est un aspect essentiel de cette transmission, de la transition vers un design de post-carbone. On retrouve le redéveloppement de l'aspect relationnel de la matière et de sa transformation, ainsi que le décloisonnement des rôles, cher à Bruno Latour. Dans notre formation, les étudiants participent aussi à de nouvelles formes de collaboration entre recherche et pratique professionnelle à travers le développement dernièrement de TFE en entreprise qui sont accueillis dans des structures hybrides, on pourrait le dire. Nous allons découvrir ensemble ces nouvelles pratiques de chercheurs, fabricants et concepteurs à travers les 2 prochains intervenants. Et nous vous remercions pour votre écoute et nous allons passer maintenant la parole à Victoria du bureau BC Materials. Merci. Bonsoir. Je suis Victoria, je travaille pour BC Materials, qui est une entité qui regroupe en fait 3 entités. Donc il y a BC Architect. Il faut que je parle dans le micro. Le 2. Donc il y a une agence d'architecture. Il y a BC Studies qui s'occupe plus de la transmission et des workshops, et il y a BC Materials. L'idée de BC Materials, c'était qu'à la base, les matériaux étaient extraits de ressources primaires, utilisés pour la construction. Ensuite, il y avait aussi l'utilisation par les habitants, et après, il y avait démolition et enfouissement. Et donc, l'idée, c'est de casser ce rythme et plutôt dans l'idée de la circularité, c'est-à-dire que plutôt que de démolir et d'enfouir, de démolir, de réutiliser. En Belgique, il y a 37 millions de tonnes de terre qui sont excavées par an, donc soit l'équivalent de 1 million de camions, qui vont transporter ces différentes ressources dans des zones temporaires et ensuite les transporter vers des centres d'enfouissement, voire les exporter vers d'autres pays.
Donc l'idée c'est de venir capter une partie de ces extractions pour en faire des matériaux de construction, et ce qui était en fait l'habitude auparavant. Quand il y avait des excavations, les habitants utilisaient les ressources qui étaient exploitées sous leurs pieds et pour en faire des matériaux de construction. Donc en plus c'est dans un contexte urbain, donc c'est venir produire dans la ville, donc exploiter et faire une carrière dans la ville, et aussi faire un lieu de production dans la ville. Donc ici on a des images de chantiers d'excavation à Bruxelles. Donc ici il y a un chantier qui excave du sable bruxellien, parce qu'il y a une strate qui est assez dans les hauteurs de Bruxelles, de sable très fin. Plus en profondeur, on retrouve des argiles. Il y a une strate aussi un peu intermédiaire où il y a limoneuse argileuse, qu'on appelle le lème. Ici, quand on voit qu'elle est très foncée, c'est plutôt de l'argile yprésienne. Donc ces deux éléments sont déjà les bases pour faire des matériaux de construction. Comme les ressources qu'on trouve dans le sol bruxellois sont très fines, il nous manque des granulométries plus élevées pour avoir des matériaux qui ont une meilleure granulométrie, qui se tiennent mieux à la construction. Donc on vient compléter avec des déchets de démolition. Donc ici c'est du béton concassé qui vient de la démolition. On peut retrouver du coup des sables de 0 à 4 mm en béton concassé, ou alors des graviers de 4 mm à 20 mm, oui, qui viennent remplacer et qui sont en plus des ressources qu'on ne trouve pas dans les sols belges. Il n'y a pas de gravier, il y a très peu de gravier en Belgique. Donc en 2019 a été créée la petite halle de production qui est située sur le port de Bruxelles. C'est toute la production que nous faisons ici pour le moment. On voit les loges où dedans, dans une des loges, on reçoit du sable. On reçoit aussi du sable du Rhin pour la granulométrie. On a une petite partie, on a besoin de corriger la granulométrie, donc on vient récupérer un peu du sable d'exploitation. Ensuite, on a une loge pour le lème, une loge pour le bruxellien et une loge pour tout ce qui est béton concassé. Donc c'est une petite fabrique. Tous les enduits sont produits avec un mixeur et avec je ne sais pas comment dire en français, des conveyor belts. Et donc une partie de la production est au début très manuelle, et petit à petit on emploie de plus en plus de machines parce qu'on est en train d'augmenter la production. Et donc c'est aussi un questionnement parce qu'il y a tellement de terres qui sont disponibles, comment on arrive en fait à suivre entre la demande et entre toutes ces terres qui peuvent être exploitées. On produit 3 principaux produits. Donc la briquette, qui est une brique de terre compressée. C'est la simple action d'une presse hydraulique qui vient agréger ensemble l'argile, le béton concassé et le sable. On a aussi une version stabilisée à la chaux pour les zones où il y aura plus de risque plus de contact à l'eau. On a les enduits en terre qui sont avec les ressources de Bruxelles, et on a après les mélanges à piser pour faire des sols et pour faire des murs. Donc des exemples qui ont été construits par BC Architects, donc c'est la tour, l'école à Undergame qui a été faite avec les briquettes, et un exemple d'une maison qui a été rénovée avec les enduits à l'argile. On commence un peu à étendre l'activité vers du design et préfabrication. Donc il y a du mobilier ou des aménagements intérieurs qui sont faits avec du pisé ou des enduits. Donc on avait l'exemple d'un restaurant, je pense qu'il est à Anvers. Et ici c'était pour la boutique du Faubourg Saint-Honoré à Paris. Comme c'était une exposition, c'était une vitrine temporaire,
les matériaux en pisé qui ont été employés pendant l'exposition ont ensuite été réemployés pour faire un sol à Paris. Et on a aussi une activité importante qui est donc de faire découvrir notre pratique à la fois aux étudiants d'architecture, mais aussi aux agences d'architecture. Donc on organise des jours, 1 à 3 jours de découverte de la terre, des pratiques, etc. Donc ce sont des activités où on met vraiment la main à la pâte. Et ça renforce aussi, ça crée aussi un lien qui est important entre la communauté et ce qu'on fait, et qui vient aussi investir localement les prochains architectes à participer en fait à ces questions de circularité, à ces questions de faire avec ce qu'on a, avec les ressources locales. On travaille aussi avec plusieurs universités. Il y avait cette semaine l'université les masters de Aachen qui était là, donc on avait un grand workshop d'une semaine. Aujourd'hui on a passé la journée à faire différents workshops, alors apprendre à faire des enduits, du pisé et enfin différentes activités comme ça. Et enfin on a les formations pour les professionnels, donc ça c'est moi qui m'en occupe puisque je suis aussi maçonne. Et donc c'est là d'aller sur site, sur chantier, donc de venir introduire le matériau à des artisans qui n'ont pas forcément toutes les clés de ces matériaux, qui ont été un peu oubliés, et il y a des petites astuces comme ça pour venir un peu déconstruire les habitudes et venir prendre les habitudes d'un matériau qui a ses propres contraintes. Je travaille aussi je suis chef de projet pour le recherche et développement pour BC Materials. Donc on a un gros projet en ce moment qui est donc l'utilisation des terres d'excavation du métro 3 à Bruxelles. Donc il y a un chantier titanesque qui va se développer sur plus de 10 ans, avec énormément de ressources qui sont tous les jours en ce moment dégagées. Et qui pour le moment, donc notre ambition, c'est de réussir à augmenter la production de briquettes. Donc on considère en fait aujourd'hui qu'on n'a pas les capacités de le faire dans notre petit local, et que du coup c'est par le biais de industrial coworking. Donc on va venir inviter et on va venir utiliser des industries qui existent déjà. Donc on est en contact avec des cimentiers qui produisent des pavés, ou alors avec des briquetiers qui font de la brique cuite, mais on vient en fait proposer notre savoir-faire pour, à la place de produire en grande quantité des matériaux qui sont cuits ou qui utilisent du ciment, venir insérer les ressources qu'on aura en grande quantité grâce au métro, pour faire des briques de terre crue. Et donc on est là en ce moment, ça fait 1 an qu'on est dessus, et on commence déjà à employer les machines d'hydrocompaction d'un partenaire, et c'est hyper excitant puisqu'on voit l'efficacité et ça marche. Donc c'est assez excitant. Et donc du coup on a aussi un contrat avec une sorte de lettre d'entente avec Belliris, qui est le maître d'œuvre du métro. Et si on arrive à avoir une brique certifiée d'ici 2 ans, en fait on pourra utiliser ces briques dans le métro. Donc c'est un peu toute une histoire, car pour le moment les terres du métro sont envoyées soit dans des pays qui peuvent être très très lointains pour faire des polders, et soit j'ai découvert cette semaine qui créent des espèces de monticules de terre avec des bassins, et qui viendraient stocker en fait, en fait quand il y aurait trop d'électricité produite, on monterait dans un bassin en haut du terril produit, et quand il y aurait un manque d'électricité, on ferait de l'hygrothermie. Mais ça pose les questions du paysage et l'impact que ça a d'une telle solution.
Et ça, c'était un projet qui s'est achevé il y a peu de temps. Donc, c'était en France, à Loma. C'était un projet de consultance. On nous a demandé de regarder un peu ce qu'il y avait dans. C'était un peu un changement de paradigme pour la rénovation de ce site où ils ont construit une tour avec. J'ai oublié le nom. J'ai oublié son. Comment il s'appelle? Comment? Guéry, voilà. Donc ils viennent de finir cette tour avec Guéry, ils avaient rénové tout d'une manière assez drastique. Et donc là, sur ce projet-là, où on travaille avec donc BC Architect, Assemble et BC Materials, en fait l'idée c'était de venir faire une transformation un peu plus douce. Et nous, notre BC Materials, on a fait toute une enquête des ressources locales dans un certain champ. Et puis on est venu chercher aussi des artisans qui pouvaient travailler ces ressources pour qu'ils viennent aussi, pour qu'il y ait aussi un transfert de compétences et que ce soit aussi les personnes locales qui s'emparent des ressources locales. Voilà, et donc ça a été l'occasion de workshops et aussi d'innovation avec des enduits. Là c'est un enduit, à droite là c'est un enduit parce qu'il y a beaucoup de tournesol dans la région, et donc c'était avec la mousse de tournesol mélangée avec la tige du tournesol et juste avec de l'argile, et on fait des enduits acoustiques qui sont assez efficaces. Et puis on a d'autres projets qui ne sont pas présentés ici. Il n'y a pas très longtemps, on a réussi à obtenir une certification pour une brique de façade pour le musée du design de Gand. Et là, le challenge, c'était c'est le cadre normatif belge qui est très contraignant pour tout ce qui va être en extérieur. Donc nous, on est assez limité vu qu'on travaille avec la terre, et c'est vraiment pas du tout conseillé dans le climat de construire en extérieur. Donc là, on a plutôt utilisé le biais d'utiliser des sables et des ressources primaires. C'est l'idée de venir chercher tout ce qui est déchets, transformer le déchet donc pour remplacer les sables qui est aussi en grand stress aujourd'hui. Donc voilà, c'est BC Architects Studies Materials, c'est l'idée d'une pratique où on vient impliquer une communauté dans l'acte de construire, et pour aussi dans l'idée de ne pas démolir une architecture, mais de venir la faire avec et la régénérer. Voilà. Bonsoir à tous. Merci pour l'accueil, le chaleureux accueil d'ici. Merci à Le Monstre pour l'invitation. Et merci pour cette exposition, merci. Du coup, nous sommes Bento, Corentin Dallon, Charles Padlet, moi-même, Florian Mailleux. Nous sommes une association d'architectes basée à Bruxelles depuis 2019. Le cœur de nos réflexions se base sur une thématique qui est forcément en lien avec cette conférence et l'exposition autour de la décarbonation, c'est-à-dire la construction en bas carbone et l'expérimentation de la matière ou des matériaux. Nous voulons interroger les modes de production des matériaux liés au secteur de la construction. Parce qu'il faut savoir que le secteur de la construction est à lui seul responsable de 30 à 40% des émissions de gaz à effet de serre. Et qu'en tant que concepteur, nous sommes responsables des choix des matériaux que nous mettons en œuvre. Et c'est un choix politique. Chaque ligne dessinée intègre une chaîne de production, de l'extraction à la mise en œuvre, en passant par le transport, c'est ce qu'on appelle les énergies grises. Du coup, nous mettons tout en œuvre pour travailler avec des matériaux géosourcés, biosourcés, des matériaux neutres en carbone. Et une partie de notre association est de travailler sur la recherche autour des matériaux vivants, notamment du mycélium. On va vous présenter du coup notre petite présentation va se faire en trois parties. Du mycélium vers l'architecture, en passant par le matériau mycélium lui-même, ou le myco-matériau.
Ça va correspondre en réalité à 3 échelles, 3 temporalités qui correspondent en fait aux étapes que nous mettons en place dans notre laboratoire garage jusqu'à une production d'architecture. Donc de la recherche empirique vers l'architecture ou vers la ville. Je vais laisser Charles prendre le relais sur l'explication un peu plus détaillée du mycélium et du processus. Alors le mycélium, qu'est-ce que c'est brièvement? Le mycélium en fait c'est la racine des champignons. Donc le champignon comme on le connaît en fait c'est simplement le fruit. Donc nous on travaille vraiment avec tout ce réseau racinaire. Je vais vous expliquer, on va être assez bref parce que ça peut être un peu complexe. Comment ça marche le mycélium? Donc en fait nous on travaille avec une souche qui a été récoltée dans la forêt de Soigne. Donc d'un champignon dont on a prélevé un petit bout, qu'on a ensuite cloné. Donc, ce qui est assez intéressant en fait avec le mycélium, c'est que c'est un matériau qui en pousse, c'est-à-dire que c'est une matière qui s'autogénère. Une fois qu'on a récolté ce petit bout de champignon, en fait, on va juste le mettre dans un milieu qui va lui permettre de pousser. Une fois qu'il pousse, il va donc produire de la matière, et à chaque fois, on va pouvoir prélever un petit bout de cette matière pour pouvoir la multiplier dans des surfaces un peu plus grandes. Donc le mycélium c'est une matière vivante, donc en fait il va avoir besoin de nourriture pour pousser. Donc on va le mettre en relation avec des déchets de bois qu'on va récupérer chez des producteurs notamment bruxellois. Et en fait ces déchets de bois vont être la nourriture du champignon. Donc on le voit sur la première image, en fait on va venir mettre un petit bout de champignon dans les sacs qui sont juste au milieu. En fait, donc ces sacs, c'est un agglomérat de différentes matières végétales. Et de là, en fait, on va juste mettre la matière dans un incubateur qui a une certaine température et un certain taux d'humidité. Et de là, en fait, la matière va venir proliférer. Et c'est ce qu'on voit sur la dernière image. Donc c'est ce qui va créer en fait un blanc de mycélium. Ce blanc de mycélium, il va agglomérer toutes les matières végétales entre elles. Donc en fait, on part de quelque chose de très friable, là, comme là on le voit, on venait juste sortir de l'incubateur, à déjà une boule de matière. Le gros avantage du mycélium, c'est qu'il n'a aucune contrainte de forme. La seule contrainte de forme qu'il a, c'est la forme du moule qu'on va lui donner. Donc il peut épouser n'importe quelle forme tant qu'on peut en créer un moule. Donc ça, par exemple, c'est des expériences qu'on avait menées avec différentes recettes. Donc en fait, quand je parle de différentes recettes, c'est qu'on va agglomérer différents substrats différents, de différents calibres, pour pouvoir répondre à différentes problématiques et recherches sur la matière. Donc si on va chercher une matière beaucoup plus dufteuse et aérée pour créer un panneau isolant, ou une matière beaucoup plus solide. Donc c'est différents tests qu'on a effectués à chaque fois autour des matériaux qui étaient aussi disponibles directement sur le territoire bruxellois. Une fois que l'expérience, on va dire, est réussie, c'est ce qu'on va appeler un mycomatériau. Donc le mycomatériau, ça va être du mycélium, des déchets organiques qu'on va juste laisser sécher par la suite après un système de pousse. Et c'est ce produit fini qui va être le mycomatériau. Donc ça, c'est encore une fois différentes expérimentations. Quand Florian tout à l'heure parlait d'expérimentation empirique, donc on a pris énormément de différents végétaux qu'on a mixés ensemble pour voir un peu ce que ça allait donner. Donc nous, on n'est pas scientifique de base, donc on a vraiment été à produire de la matière, la découper, regarder comment ça fonctionne. Et après avoir fait ces analyses, alors on a essayé d'être de plus en plus précis par rapport aux recherches menées. Donc là, c'est une batterie de tests qu'on a effectuée. Une fois que les pièces, une fois que la recette a été validée, donc une fois qu'on est plus ou moins content de ce qui est sorti de l'incubateur, alors là, on va pouvoir vraiment commencer à tester le vrai potentiel du mycélium. Alors le mycélium, ce qui est vraiment intéressant, donc, comme on disait tout à l'heure, c'est que c'est une matière qui est vivante et donc non inerte. Et en fait, ça va nous permettre de travailler sur la régénération notamment du matériau, comment le matériau il va pouvoir évoluer, comment le matériau il va pouvoir fusionner avec d'autres pièces qu'on aurait créées. Par exemple, sur la photo qu'on voit ici, on avait créé plusieurs entités de briques qu'on avait créées de manière
indépendantes, donc dans différents moules qu'elles ont poussé chacune de leur côté. Et une fois sorties de l'incubateur, quelques semaines après, on a voulu juste les empiler les unes sur les autres et les remettre dans une condition de pousse. Étant donné que le mycélium, on évite de le tuer et qu'on souhaite le mettre en hibernation, une fois qu'il y a les bonnes conditions de repousse, la matière va se remettre à se régénérer. Et en fait, c'est ce qui a fait que ici, les pièces ont pu fusionner et de plusieurs entités de briques, on a pu créer une entité de mur. Même des petites briques, on va faire passer. C'est plus chouette quand on parle de matière, de pouvoir le toucher et de le faire passer. Ensuite, on a voulu, une fois qu'on avait des résultats qui nous intéressaient, on a voulu pousser un peu plus loin pour passer justement de la matière pour aller un peu plus vers l'architecture. Et du coup, on a sorti en collaboration avec Corentin Mailleux, qui est ici, qui est designer avec qui on a l'habitude de travailler. On a voulu réutiliser un peu les batteries de test qu'on menait pour le transformer en mobilier et nous permettre notamment de pouvoir communiquer plus facilement autour de nos recherches. Ce qui n'est pas facile quand on dit de premier abord qu'on travaille de l'architecture autour du champignon. Et ce mobilier nous a aussi permis d'expérimenter. Ici. Un autre aspect qui est très riche dans le mycélium, c'est qu'il va permettre d'encager la matière. Donc le mycélium, étant donné qu'il pousse de manière microscopique, on peut imaginer que c'est plein de petites dents, à partir du moment où on lui donne une matière un peu plus grosse sur laquelle s'accrocher, il va venir vraiment complètement l'encager. Donc là par exemple, on avait voulu réfléchir à comment dans le mycélium on pourrait potentiellement inclure une structure en bois. Et est-ce que le mycélium va vraiment rester sur la structure en bois? Pari gagnant, on a pour nos tabourets du coup fait toute une structure en bois qui nous a permis par la suite de créer des assemblages bois, tout en étant complètement attachés sur la matière. On n'a pas le tabouret là, mais en gros les deux ont vraiment fusionné et ça ne bouge plus du tout. On a également fait la même expérience avec des tiges métalliques et ça a beau ne pas être végétal, en fait, ça va quand même s'agripper autour et en fait au séchage, ça ne bouge plus. Et donc ça, c'était le résultat du tabouret. Je te laisse prendre la suite, mon cher Corentin. Merci, mon cher Charles. Juste pour faire un lien avec ce qui a été dit par la présentation de Victoria juste avant, donc, comme tout matériau, le mycélium a un corps et un liant. Donc là, le corps, c'est les substrats végétaux dont Charles a parlé, et quand on fait des tests de recettes, c'est comme dans les photos de workshop que Victoria a montré, on voit qu'ils ont fait ce qu'on appelle le test Carasas, donc c'est un cube de 15 par 15 où ils testent différentes teneurs en eau et différentes quantités de matière, différentes quantités de sable, de gravat ou de liant. Et en fait, ça permet de voir la spécificité de la terre. En fait, avec le mycélium, les briques qu'on a montrées juste avant, c'est exactement le même principe. Donc, il y a un lien entre tous les matériaux. La terre crue, le corps est minéral avec un liant qui a une réaction mécanique qui sont les plaquettes d'argile. Le ciment, enfin le béton, c'est un corps minéral avec un liant qui fait une prise chimique, les hydrates de ciment. Et le mycélium, c'est un corps végétal, peut-être minéral, il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus, et avec un liant en pousse. Donc pourquoi c'est un matériau post-carbone? C'est que c'est une matière en augmentation. Donc, par exemple, même si la terre est un matériau génial et décarboné parce qu'il n'y a pas de séchage, il y a quand même de l'extraction, d'excavation, et l'intérêt du mycélium, c'est que le liant, lui, est en augmentation de matière. On part d'une cellule qu'on vient cloner. Et ensuite, la pousse est dans un incubateur qui utilise beaucoup moins d'énergie que des fours qui vont cuire la pierre calcaire pour faire le ciment, pour faire le calcaire, etc. Donc, et le lien avec la pratique de Nicolette David en tant qu'enseignant sur partir des contraintes de la matière. Donc, on l'a vu sur la pousse autour d'un cadre en bois, on peut imaginer plein de choses. Des ossatures, de la préfabrication sur site, de la pousse sur site, donc de la préfabrication d'atelier ou de la pousse sur site. Il y a plein de transpositions qu'on peut faire en partant de cette spécificité de la matière. C'est une matière qui ne travaille pas en compression, qui travaille en remplissage, qui travaille en pousse. Donc
Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement gai en tant que concepteur, de re-rentrer dans la matière, donc dessiner des murs, puis dessiner des lignes. Ça, c'est quelque chose qui nous rassemble tous ce soir. Sauf que nous travaillons avec une matière vivante, qui est capricieuse. Donc après le passage de donc, la compréhension de la matière à la brique, on s'est dit, le tabouret, tiens, on change d'échelle. On a eu l'occasion, donc encore une fois avec notre ami Corentin Meilleux au fond de la salle, on fait vraiment tout ensemble et le dernier projet qu'on va présenter ce soir, ce sera le cas aussi, sans surprise. On a été invité à faire une résidence dans le Centre d'art contemporain du Luxembourg belge, donc en Gaume, donc tout au sud-est de la Belgique. Donc qui s'appelait 52 Hz. Donc on a été invité, nous, à réaliser un four en céramique. Étant une ancienne forge, on a voulu renvoyer au passé du lieu. Et on était avec nos amis donc, de Futur Primitif dans le collectif dans lequel Corentin est, qui eux faisaient des céramiques. Et l'idée c'était de cuire ces céramiques sur site avec des émaux issus de résidus de scories qu'on pouvait trouver sur site. Donc utiliser les matériaux sur site, les cuire sur site, et donc nous produire le four que vous voyez sur l'image. Très belle image réalisée par Corentin. Décidément. Donc là, vous voyez encore une fois le même code graphique, cette trame rouge qui en fait renvoie à chaque fois à la grille d'analyse du départ qui nous a permis de définir nos recettes. Une recette ici qui avait été sélectionnée. Comme on voit sur le schéma, la base était prévue en bois brûlé et tout le corps du four, tout l'habillage était prévu en mycélium. Badaboum. Matière vivante dit risque de contamination. Petite échelle, expérimentation en garage, production à plus grande échelle, pose des questions. Donc Victoria l'a pointé sur la thématique aujourd'hui à laquelle ils sont confrontés de ce changement d'échelle, pose des grosses questions au niveau machine, au niveau stockage et au niveau ressources humaines et spatiales. Et là, nous, il y a en plus cette contrainte qui est qu'on travaille avec quelque chose qui peut être contaminé. Donc là, il y a un trichoderma, donc c'est une bactérie qui vient et qui, elle, va aller plus vite que la prolifération du mycélium, donc va empêcher toute tenue du matériau, c'est-à-dire qu'on a un matériau qui est pourri, qu'on ne peut pas utiliser. Mais nous sommes, donc après toute cette phase maintenant, quand on a parlé de temporalité et d'échelle, on est aussi avant tout architecte, et donc en tant qu'architecte, il a fallu trouver une solution pour quand même rendre ce four pour le jour du vernissage. Donc on a décidé, donc il y a un designer là dans l'exposition qui a travaillé autour de la technique traditionnelle du Japon, du bois séculaire. Donc on a décidé de faire tout un four avec un habillage en bois brûlé qu'on a brûlé sur site. Et voilà, donc vous voyez le montage du four dans le site. Ce qui nous a appris cette expérience qui était vraiment intéressante, c'est que le changement d'échelle est une problématique relativement complexe et que nous ne sommes pas scientifiques, nous sommes architectes et que notre connaissance de terrain a des limites. Donc maintenant on est en train de s'entourer. Donc on fait partie d'une association qui s'appelle le Fungal Lab, dans laquelle il y a des mycologues et un microbiologiste qui nous accompagne aussi pour le dernier projet qu'on présentera ce soir. Donc on a vu qu'on faisait un petit peu de tout, un peu à l'instar de BC, où il y a cette pratique d'architecte, cette pratique de chercheur et cette pratique de chercheur, j'ai déjà dit, et pédagogique et de design, voilà, à différentes échelles. On s'est rendu compte que voilà, on va se concentrer un petit peu sur aujourd'hui notre compétence d'architecte. Vous voyez le four ici dans le site terminé. Donc, à la suite de ça, on a répondu au concours européen Europan pour le site du CIVA à Bruxelles, pour lequel on a été lauréat. Donc là, on est toujours dans la même volonté de changer d'échelle. Donc on a proposé, donc c'est un concours européen qui a lieu tous les 2 ans. Et cette fois, donc Bruxelles a proposé un site, le CIVA, donc c'est le Centre d'architecture moderne à Ixelles. Et pour ce concours, on propose une programmatique, donc on doit écrire le programme et dessiner le projet. Donc nous, on a voulu, le symbole, c'est de transformer un centre d'architecture moderne, donc le temps de la machine à habiter, en centre d'architecture pour matériaux régénératifs, donc un nouvel écosystème comme un symbole de transformation symbolique d'un bâtiment, et de l'entrée dans un nouveau paradigme évoqué auparavant par Nicolas et David. Donc le projet se structure donc en 3 grandes entités. Donc, une grande entité qui est donc une halle d'expérimentation à échelle 1, qu'on va vous présenter maintenant. Au centre, le forum qui accueille toutes les activités éducatives et de sommeil. Donc on va transformer ce lieu en
lieu de formation, en lieu d'expérimentation, en matériothèque et surtout en lieu de production. Donc à Bruxelles, il y a plusieurs problématiques. La rénovation thermique, c'est une problématique qui est absolument partout. Les bâtiments, on utilise souvent le terme de passeur thermique, donc il y a tout le parc immobilier qui a effectivement à rénover. Il y a une grande partie de la consommation énergétique qui est utilisée pour le chauffage, donc il y a une problématique de rénovation thermique. Et il y a, selon Pierre Lacomte, en 2016, 1,6 million de mètres carrés de plateaux vides à Bruxelles. Donc qu'est-ce qu'on se dit, c'est on pourrait amener de la matière, transformer au sein même de la ville, pour faire des panneaux isolants en base de mycélium dans des plateaux vides en sous-sol qui pourraient se transformer. Donc transformer les plateaux vides en opportunité pour de la pousse in situ d'isolant. Donc à la fois répondre à différents enjeux. Le Civaille en 3000 m² aujourd'hui d'archives pourrait être transformé pour ça. On va vous montrer après sur les images. Donc la première entité qui est la Macrofactory, donc c'est la halle d'expérimentation échelle 1 basée sur le modèle des grands ateliers de Dabo. C'est une grande halle dans laquelle il y a des formations et de la construction de prototypes qui est entre Lyon et Grenoble. Donc on voit ici l'axiométrie, donc on viendrait libérer les façades pour avoir des triploteurs pour pouvoir construire des grands prototypes. Une grande poutre habitée avec des poutres inversées qui viendraient porter de pignon à pignon et qui accueillerait les salles de classe et les vestiaires. Et on voit à l'arrière les stockages de matériaux pour pouvoir générer donc une boucle autour du bâtiment. Donc, le camion viendrait, on verrait ici en haut à droite le camion qui viendrait livrer les matériaux qui seraient stockés à l'arrière. On prendra les matériaux et on viendrait les transformer successivement. Ça, je vais vous montrer sur la troisième partie. Donc là, on voit une vue dans la halle avec la triploteur le long de la façade pour avoir un espace baigné de lumière et voilà, donc une grande poutre en bois et des enduits en terre sur la partie supérieure. Donc la partie centrale, donc le forum, qui est la nouvelle partie du projet. Tout le reste, on est venu travailler sur l'existant. À part la Macrofactory, on est venu détruire les dalles, on est venu habiter l'espace. Donc il y avait la question aussi de conserver ce qui est déjà là. Et il y a juste cet élément central en ossature bois et en isolation mycélium qui vient symboliser la nouvelle intervention, mais qui reste quand même dans une volumétrie proche de ce qui peut exister aux alentours. Il y a aussi la volonté de ne plus être dans une des mesures formelles. Qu'on voit ici sur l'axonométrie, donc le grand hall, le lien avec le parcours public qu'on voulait conserver pour venir observer le haut du parc de Vivacois et au-dessus les dortoirs et en dessous les lieux pour extérieur. On voit sur cette vue la jonction entre le nouvel élément en bois et en mycélium et l'existant qui a été, dont on a essayé d'en prendre soin. La dernière partie qui est vraiment le cœur de cette programmatique, donc, qui est la Macrofactory, donc qui est une autre espèce de champignonnière sur le site et qui est ce qui fait que tout le projet peut se tenir. Donc on voit sur l'axiométrie que il y a en fait, toute la recherche empirique que Charles a présentée auparavant ça nous permet à la fois en tant qu'architecte d'être juste dans les matières qu'on dessine, dans les matériaux qu'on dessine, et donc de dessiner des murs et non plus des lignes abstraites comme on a pu faire pendant un siècle, et de penser tout le processus de la matière, donc là ici qui est basé sur ce qu'on avait pu nous expérimenter dans notre labo. Donc la matière arrive, elle est amenée, elle est triée, elle est stérilisée, puis elle est mise en sac, puis elle est mise en boule, puis dans les sous-sols ici, elle vient pousser dans les conditions d'humidité et de température idoines pour que ça puisse fonctionner. Donc le parcours, la matière descend petit à petit grâce au mont de charge, puis le panneau qui lui est terminé, on revient dans le mont de charge, puis peut repartir en camion au sein même de la ville. Donc ça malheureusement ne va pas se réaliser. Donc Europan, il y a quelques projets qui peuvent se réaliser, mais là pour le cas, ça ne sera pas le cas, mais en tout cas, ça nous a permis de poser un jalon dans notre réflexion et dans la formalisation d'une chaîne de production spécialisée dans un projet d'architecture. Donc là, on voit nos bons hommes qui sont toujours avec nous pour nous accompagner dans notre monde imaginaire. On a oublié la diapo sur... Bon, on a eu depuis aussi dans le changement d'échelle... Donc on s'est toujours dit qu'on voulait faire un pavillon, donc avoir le tabouret puis le four. Bon, le four on a dû réadapter, on voulait avoir un espace qu'on pouvait expérimenter avec le corps en mycélium. Donc on a eu la chance d'être désigné les prochains curateurs du pavillon belge de la Biennale d'architecture de Venise, qui aura lieu en 2023. Donc on fait équipe en co-curation avec Vinciane Després, qui est philosophe, qui s'inscrit dans la philosophie
de Bruno Latour qui a été évoqué auparavant, qui travaille beaucoup sur la relation avec les animaux, donc la relation avec les non-humains, donc qui s'inscrit dans cette thématique vivant, non-vivant, humain, non-humain, dépassement des oppositions duelles entre des concepts issus de la modernité, donc nature-culture notamment. Donc ça c'est pour le volet sciences humaines et sociales. On fait aussi équipe donc, avec Corentin Maillu, quelle surprise, la troisième fois qu'il est cité ce soir, pour le design et la scénographie de l'exposition, et avec Juliette Salm qui est anthropologue, qui elle nous accompagne aussi sur plus les thématiques liées à Vinciane, et Corentin Melander qui lui est microbiologiste. Donc on va proposer une installation, une grande installation dans la pièce centrale qui travaille donc autour de 3 matériaux naturels issus de la région bruxelloise qui travaillent avec leurs spécificités techniques. Une ossature en bois qui vient de la forêt de Swann, qui est réalisée par Sonia Wood, une coopérative qui est basée au Circularium à Bruxelles, une dalle en terre crue avec BC Materials, acteur local qui a été largement et très bien présenté auparavant, et des panneaux de mycélium réalisés avec permafungi, donc qui pousseront dans les caves de Tour et Taxi. Donc voilà, donc ce qu'on trouve chouette, c'est que toute notre phase de recherche empirique nous a amené aussi un peu d'humilité, à se dire qu'on avait besoin aussi de s'accompagner de producteurs, de chercheurs, etc. Donc là, on se met aussi en lien en tant que correcteur avec des chercheurs de la VUB, donc de l'Université libre de Bruxelles, mais version flamande, qui travaillent sur le mycélium, sur des cuirs fongiques régénératifs, sur des structures en pousse, etc. Donc on essaie aussi de fédérer une filière, un peu comme BCA a fait avec la Terre, à l'échelle de la Belgique. On aimerait pouvoir participer à la structuration d'une filière autour du mycélium en Belgique. Je crois que... C'est bon. Bon voilà, je crois que c'est bon. Un grand merci. On vous remercie pour l'écoute. Merci. Donc on a un peu dépassé le temps disponible, et on pense que le plus important c'est de vous écouter. Et on va vous répondre, bien entendu. Donc est-ce que vous m'entendez? Non, je suis pas sûr qu'il fonctionne. Il faut... Genre. On va faire passer. Ouais, tu dois le... Oui, ça va vous pousser le tout. Ah oui. Toi, je vais passer à voilà. Une question sur le CEF, c'est intéressant. La matière que on craint en architecture de voit les autres changements qu'on voit et qu'on essaie de l'éviter. Ça me donne un peu des questions sur l'évolution de la réalité à arrêter le processus manifestement mais sans tuer les champignons, plus ou moins. Comment, quel point vous en êtes dans la recherche? Est-ce que, par exemple, vous avez sur sur du bois, et comment les interactions entre les deux fonctionnent à un moment donné où la matière s'arrête? Est-ce que c'est les conditions qui permettent d'arrêter le système? Et est-ce que vous avez déjà fait des tests dans un bâtiment avancer sur en étude? Merci, je vais répondre, je pense. Hop, j'essaie de relever. Ok, ça marche comme ça, c'est bon. Bah oui, donc c'est une question intéressante, merci de la poser. Forcément, quand on dit travailler avec le vivant, on s'attend à ne forcément pas le tuer, pas tuer ce mycélium. Il y a de nombreux chercheurs parce qu'il faut pouvoir le standardiser, on parle de produits, on parle de chaînes de production, alors qu'on parle du vivant. Bon, ça c'est des thématiques après qu'on pourra débattre. Mais travailler avec le vivant, c'est forcément le garder dans cet état de régénératif qui peut repousser, évoluer, etc. Mais ça nous amène beaucoup de contraintes, dans le sens où si on veut le tuer, par exemple, on doit chauffer le mycélium à 60 degrés à cœur. Nous, dans la recherche, on n'a pas envie forcément de le tuer, on a envie de le garder dans cet état d'hibernation qui peut encore continuer à évoluer. Mais pour ça, il faut pouvoir le stabiliser.
comment on le stabilise, on est arrivé à faire des chocs thermiques et des chocs d'UV au mycélium, en fait en le sortant de ces conditions de pousse, d'incubation, et en l'endormissant en fait. Donc si on lui fait un choc thermique, un choc de froid, il va se mettre dans un état d'hibernation. Ici, le chercheur avec qui on travaille, Corentin Müllender, est en train justement de pousser un peu cette recherche, et ça s'inscrit également dans la recherche d'une chercheuse à la BUB qui s'appelle Elise Elzacker, qui elle travaille sur des cuirs fongiques régénératifs. Donc elle ne tue pas forcément ce cuir qui est fongique, et elle prend par exemple un cuir, un grand carré de cuir avec une déchirure au centre, et elle va le remettre dans ses états de conditions d'évolution, et le cuir va se régénérer, il va se reformer en fait. Donc cette démarche où Charles l'a expliqué tout à l'heure, par exemple avec ces briques qu'on a réussi à réincuber entre elles, forcément ça pose plein de questions sur on a un matériau régénératif qui peut potentiellement se reformer, se réparer, etc. Mais jusqu'à quel point on peut pouvoir contrôler sa phase de pousse. Pour l'instant, on est toujours dans cette expérimentation, on est toujours dans la recherche. Pour répondre, pour compléter la réponse de Flo à ta question, Jean, il y a deux choses. Donc, il y a le volet un peu plus expérimental qu'on veut continuer à pousser, où on se dit que là, pour le coup, le médium de l'installation artistique est vraiment opportun et on pourrait aller plus loin. Et on est en train de penser à des structures en pouce. Et la logique de la matière même, la plus intéressante est celle-ci, et ça, on aimerait explorer. Mais effectivement, la construction reste encore très conservatrice. Et les problématiques sont assez complexes. Donc pour pouvoir coller à ça, on a aussi, théoriquement, on est capable de garder stable le matériau pour, encore une fois, qu'il y ait déjà une transition, qu'on montre déjà la matière pour qu'elle soit appliquée et applicable. La problématique qu'il y a, et c'est toujours le problème de la filière et de l'échelle de la chaîne de production, c'est que donc nous on n'est pas producteurs, donc là on est en train de se mettre en lien avec des producteurs, et l'idée c'est d'améliorer leur chaîne de production, leur connaissance de la matière. Eux ils étaient plutôt dans du champignon comestible avant, donc c'est Permafungi avec qui on va faire le pavillon. Et donc nous, notre volet recherche empirique d'avant nous aide à les accompagner, à améliorer les matériaux en tant que tels, puisque en tant que producteur, après c'est comme ici, vous faites les tests CSTC pour pouvoir avoir des résultats, etc. Donc pour l'instant, les premiers résultats n'ont pas été idéaux, parce que la recette n'est pas encore vraiment hyper performante. Donc l'idée c'est de faire un travail de R&D là-dessus, puis ensuite de faire des tests CSTC, et là potentiellement d'avoir des matériaux déjà applicables à la construction. Et puis à côté, en parallèle, parce qu'il faut que ça avance, parce qu'il faut que ça avance au premier volet, et en parallèle, le volet un peu plus fou, on réfléchit on aime bien l'idée de la matière en pousse et de la matière régénérative, et donc celle-là, le design, les installations artistiques sont des chouettes médiums pour ça. Donc on peut avancer les deux en même temps. Narration. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, le catalogue de la Biennale va être un peu dans ce sens. Ça va être une fiction spéculative. Je vous en dis pas plus. Bonjour, Emmanuel, ingénieur chez NOS. J'ai une question par rapport à ce que vous avez déjà consulté et vu que, pas forcément des spécialistes scientifiques, mais vieux de terrain, certaines qui se connaissent pas changement. Parce que je vais rencontrer beaucoup les changements et je vais parler de projet. Et de projet Permafungi. Et comme ça, au cercle écologique de Belgique, au Grand. Je vais bien en discuter avec les vieux d'année, qui a un peu de synergie, c'est plus papier sur microscope également. Voilà, je pense que c'est une bonne idée. Merci. Vous mettre en contact si vous voulez. Oui, bien sûr, ce serait très intéressant de le rencontrer. Merci, c'est gentil. On va essayer de le contacter, c'est une très bonne idée. Après, c'est vrai qu'à Bruxelles, il y a un petit cercle de mycologues, mais plus jeunes de notre génération, avec qui on travaille au Fungal Lab notamment. Mais c'est vrai qu'on ne connaît pas le cercle des mycologues. Il y a le cercle mycologique de Belgique. J'ai parlé, il ne connaissent pas. Super.
Oui. Bonjour, c'est Pierre Jean, je suis architecte à Bruxelles. Je me pose la question, vous créez des nouveaux matériaux et qui demandent quand même de l'énergie pour les produire. Donc, de nouveau, il y a quand même, j'ai l'impression que l'économie matérielle, l'économie de ne pas utiliser ou de réutiliser une matière qui a déjà créé du carbone, étant peut-être le truc le plus vertueux pour le moment. Et donc, je dirais comment vous dealez avec ça, la quantité d'énergie que vous consommez pour de nouveaux matériaux, et aussi, la plus générale, dans l'attitude, nous, en tant que concepteurs, c'est assez compliqué de prescrire tout ce que vous faites, même si Victoria, tu peux répondre à la première partie de la question. Du coup, c'est des débats qu'on a énormément. Parce que donc on essaie de se fixer un peu des limites et on essaie aussi on réfléchit beaucoup là-dessus. Par exemple, en ce moment, je travaille sur un projet de terre coulée et en fait, on utilise des sels pour disperser les argiles, pour qu'en fait utiliser moins d'eau pour pouvoir couler avec moins d'eau pour que ça puisse sécher plus rapidement. Et donc ces sels-là sont produits en Chine et ils ont un impact carbone, donc ils consomment 20 fois moins de CO2 que la production de ciment. Mais la question c'est, en fait j'ai essayé de me renseigner sur, en fait la question c'est du supply chain. Et c'est de savoir d'où viennent les choses. Et il y a énormément d'options, c'est très très obscur à partir du moment où on arrive dans le monde des industriels. On a très très peu de traçabilité. Il y a beaucoup d'intermédiaires qui en fait ne donnent pas d'informations au bout d'une ou deux personnes. En fait, on ne sait pas d'où ça vient. Et donc on se dit dans quelles conditions c'est exploité, comment c'est transformé, qu'est-ce que c'est en fait. Moi je suis pas chimiste, donc on essaie de comprendre comment ils arrivent à transformer ce sel. Et donc on se dit c'est vrai que, c'est des questions qu'on se pose. C'est vrai que c'est mieux d'utiliser, on va dire sur l'indice CO2, c'est mieux d'utiliser cette terre coulée, mais est-ce sur des indices humains, est-ce qu'on ne sait pas comment c'est exploité, etc. Donc on s'est dit qu'on pouvait peut-être s'inspirer un peu du modèle de Fairphone. Ils ont sur leur site internet, en fait, ils ont une sorte de carte d'où viennent tous les éléments du téléphone. On s'est dit qu'on pouvait, on a envie d'enquêter là-dessus et on veut réussir en fait, c'est même plus une question que d'une analyse de cycle de vie, c'est vraiment humainement. Et donc, pour moi, ma position qui revient à chaque fois, c'est si on peut éviter de construire ou si on peut éviter d'utiliser des matériaux, il faut éviter. Parce que en fait, c'est ça le post-carbone. Parce que on n'a pas. Moi, quand je dois faire des recettes, je me casse la tête pour que ça puisse marcher avec des certifications ou que ça puisse marcher pour que les artisans ils veulent bien utiliser notre produit parce qu'il va être difficile et on peut pas. Et en fait, il faut changer les mentalités, mais ça ne se change pas. C'est du long terme. L'idée, c'est pas de créer des produits qui en fait viennent utiliser, qui viennent avoir un impact ailleurs et pire. Et donc, c'est essayer. En fait, ce qu'on se dit, c'est qu'on essaye de capter. Il y a une production qui est telle actuellement. Ça ne s'arrête pas. En fait, nous, on est peut-être conscients de cette chose-là, mais en fait, la construction ne s'arrête pas. Donc, essayer de capter une petite part et de venir disperser l'impact, mais tout en étant conscient de ses effets pervers. Ou aussi, quand on réutilise certains. Pour les briques de la façade du musée de Gand, on a utilisé du verre concassé qui vient de qui vient des déchets du Gand mais qui est transformé à Charleroi.
Et en fait, on sait que cette ressource-là, le verre, est totalement recyclé. Donc on se pose aussi la question de venir empiéter sur quelque chose qui a un fonctionnement qui existe déjà, mais pourtant, mais qui fonctionne super bien, qui marche très mal comme matériau de construction. Donc c'est d'essayer de rester sur quelque chose de simple, on essaie de rester assez... En Allemagne, la position des personnes qui construisent en terre est très radicale, il n'y a pas de stabilisation, on reste sur des choses genre c'est de la brique moulée, on reste sur... Voilà. Donc nous, on est tenté, c'est vraiment quelque chose, on est tenté d'utiliser toutes d'augmenter les performances de la terre, etc. parce que il y a un potentiel et c'est agréable en fait quand on voit que... Mais on le fait avec réflexion, quoi. Est-ce que vous avez tous besoin d'industrie, vraiment, c'est ça qui est assez fascinant. C'est qu'en fait, au changement d'échelle, on ne vient pas. Je suis à la Wikipédia, j'adore, je suis pas là pour rien, je suis intéressé par vos pratiques, mais le fait que le changement d'échelle est une unité quand même. Ce qu'on se dit, c'est qu'il vaut mieux utiliser on se dit qu'il faudra mieux utiliser une brique de terre crue, là où on n'a pas besoin d'utiliser du ciment, on n'a pas besoin d'utiliser du plâtre. Là, en fait, on se dit, c'est-à-dire qu'idéologiquement, on aimerait bien, en fait, il y a une image en fait où finalement le capitalisme, le colonialisme, en fait, c'est comme un navire qui s'avance et qui avait dedans des strates dans lesquelles il y avait des discriminations et il y avait de la hiérarchisation où on avait les exploitants, les animaux et les esclaves. Et en fait, quand on a arrêté de faire l'esclavage, on a dit venez les esclaves en haut sur le ponton, mais on est toujours dans le même bateau, en fait, le bateau de l'exploitation, le bateau de... Donc l'idée là pour les matériaux, c'est plutôt de se dire qu'on est dans un train, on essaie toujours de produire plus, et c'est une dynamique de croissance, et on n'a pas envie de rentrer dans ce train avec la terre, mais c'est complexe en fait, on ne va pas arrêter le train, on n'est pas capable, mais on essaie de proposer quelque chose sans perdre notre âme et sans voilà. Mais c'est vraiment une question, j'y pense tout le temps à ça. Je peux compléter. Tu veux pas Comment ça tu finis Hein Il commence et tu finis. Ah oui, vas-y. Très bonne question. Alors en fait, ce qui est assez intéressant pour notre partie avec le mycélium, c'est que en fait, au plus on va produire, au moins on va dépenser de l'énergie, parce qu'en fait, le mycélium, une fois en pousse, il va dégager de la chaleur et du coup, il va auto-chauffer les incubateurs. Donc c'est quelque chose que nous, on trouve super intéressant. Donc en fait, en termes d'énergie, c'est presque neutre. La seule énergie qu'on va utiliser, c'est qu'on va stériliser un peu la matière et après, tout s'autogénère, on n'a plus rien à faire avec ça. C'est tout. Du coup, pour compléter. Et en plus, après, il faut comparer, parce que du coup, parler d'une chose comme ça, de l'air théorique abstraite a priori, il faut comparer avec le truc, c'est que là, tu le chauffes à 70 degrés, le ciment, c'est 1700 degrés. Et c'est de la pierre excavée, mélangée, c'est du gypse, de la pierre calcaire et des argiles chauffées pour faire le clinker, puis ensuite tu le transportes, puis tu le coules, puis il n'est pas recyclable, sauf dans les méthodes BC, qui vous utilisez du béton coaxé, mais c'est une super sortie. En vrai, les tics de langage, c'est vraiment malin de se dire ok, ça devient un agrégat. Autre élément de réponse, on n'est pas anti-industrie. L'industrie n'est pas le diable a priori, c'est pas binaire, c'est quelle forme d'industrie, et on parle de post-carbone, donc par exemple les matériaux à base de lithium, les matériaux à base de terre crue, tu peux utiliser des gravats issus de démolition pour faire des agrégats, tu peux utiliser des substrats végétaux, et encore une fois, c'est pas une réponse générique. Donc là, je reviens dans ma casquette d'architecte, donc bravo à des profs comme Nicolas et David, parce que ça commence aussi par les étudiants, et BC avec les workshops, de sensibiliser et de faire comprendre les spécificités de chaque matière, et c'est au niveau réglementaire, au niveau de savoir-faire, qu'est-ce qui peut exister, au niveau de où est-ce que tu peux les mettre, comment, et de dessiner correctement, parce que c'est quelque chose qu'on a perdu, et c'est potentiellement une reconquête de notre métier d'architecte, aussi cette question des matériaux et de la technique, et de la filière. C'est une vision qui englobe une série d'éléments qui est vraiment intéressante. Et voilà, par exemple,
avec son bureau, donc eux ont une pratique déjà transposée de ce genre de matériaux dans des projets. Et j'avais bien aimé l'exemple que tu avais donné à l'Archiweek, où vous aviez utilisé vous aviez prévu des matériaux terre crue sur le pignon, et en fait ils n'avaient pas voulu suivre, donc vous avez mis une ossature bois remplie avec des adobes faites. Et en fait, ça nécessite un engagement a priori, une connaissance des matériaux et une souplesse et une adaptabilité qui vient de la part d'un engagement. Si vous n'étiez pas à fond dans ces matériaux-là, vous n'auriez pas tenu le crachoir sur ces trucs-là. Donc ça nécessite des gens formés, des gens prêts à tenir le discours, prêts à répondre techniquement à ce qui existe en savoir-faire, parce qu'un des gros problèmes, c'est les artisans. Tu disais que tu étais maçonne à côté, ça serait intéressant aussi d'en parler, parce qu'il y a aussi une vraie problématique, c'est qu'il y a de plus en plus de concepteurs qui s'y intéressent, mais il y a toujours un manque d'artisans. Je crois que... Comment ? Il y a Nature Amateur qui fait ça. Sur ça. Nature Amateur. Formation pour artisans ou formation Formation pour les artisans. Ouais. Qui est aussi un médiateur pour Ouais. Désolé, ça me fait répondre, mais je me fais l'avocat du diable à mon tour. C'est, comme tu disais, donc l'industrie, etc. Vous avez besoin de l'industrie, ça pose des questions. Moi, j'ai aussi beaucoup de gens, de copains qui ont essayé de devenir artisans à un moment et beaucoup qui arrêtent, parce que c'est quand même vraiment difficile. Et donc, en fait, cette question-là aussi galère. Donc, la même manière que nous, c'est ça. C'est toute la conception dont vous parlez pas une théorie au niveau pratique. Et les gens qui nous suivent sont nombreux, etc. Mais c'est un engagement. Ça veut pas dire qu'on bouffe, mais il n'y avait pas de projet comme ça il y a 30 ans autant. Et c'est grâce à pas mal de pionniers, notamment Cratère, sur la terre crue, et toute une série d'acteurs comme ça qui, par leur engagement depuis 50 ans, ont fait qu'aujourd'hui on a des projets publics. Ça reste encore cher, ça a encore plein de limites, mais il y a plein de manières de répondre. C'est à nous. C'est encore plus complexe effectivement comme réponse, mais je crois que c'est assez gai, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on manque de projets radicaux. Un projet qui viendrait vraiment qui viendrait prendre un matériau, et ça c'est ce qui nous manque, c'est un projet pilote, un projet qui vont de A à Z, qui construisent, qui suivent la logique, qui suivent une logique constructive, parce que souvent c'est la petite option du début qui est bien, et puis après ça coûte ça on va l'éliminer, et ça, il nous manque on manque d'architectes qui font jusqu'au bout d'un projet vraiment qui se répare, et ça c'est ce serait bien que ça arrive. Est-ce que je peux réagir à la question de monsieur? Oui, bien sûr. Donc, je vais réagir à votre question sur le changement d'échelle. Oui, le changement d'échelle est problématique, évidemment. Après, c'est un choix. Est-ce qu'on change d'échelle? Est-ce qu'on va plus vite? Est-ce qu'on monte en train? Vous disiez tout à l'heure. Ça, c'est une question de choix. Et après, sur les gens comme le ici, le changement d'échelle est aussi la solution. C'est ce qu'il dit. Le disque est la solution. Les personnes qui croient et les autres. On le voit dans certains travaux qui exposés dans Charbon, c'est Philippe, par exemple, des travaux que je vais dire un petit mot sur ce projet-là, je suis bien avec l'Expo, et puis aussi, par exemple, un des auteurs que je vous recommande, parce que tout ça est lié. On a fait aussi le vendredi il y a quelques temps une expo sur la décroissance. À la croissance, on l'a aussi dit, il y a des gens qui suivent, on a vu, et la question de l'échelle est évidemment Je veux bien parler de Philippe, mais en ce moment, j'ai une urgence, et c'est aussi parler d'esthétique. On en parle presque jamais. Et je pense qu'il y a un discours esthétique, et dans le sens éthique du terme et philosophique du terme. J'en ai parlé pas mal avec Anton pendant nos rencontres. Il y a aussi un changement culturel au niveau de ce qu'on cherche, dont on a besoin. On passe de la modernité où il y avait le mythe du solide, du pérenne, etc. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus dans une idée fluide et
aussi d'éphémère, ou quelque chose qui devient, quelque chose qui se régénère. On l'emploie très peu en Belgique ou en français en tout cas, mais le regenerative design and architecture, c'est quelque chose d'extrêmement important aujourd'hui. C'est bien entendu on est encore à des niveaux d'expérimentation, interdisciplinarité, ce qui est très important, et je ne l'ai pas, quelquefois entendu ce soir. Et aussi cette question de changement de paradigme esthétique aussi. L'esthétique est une forme de communication et de cohésion sociale. Et je trouve qu'on parle d'échelle, et là c'est effectivement très important de ne pas rester dans une idée, dans une perspective de production de masse où que la modernité nous accompagne encore là-dedans. On est encore en plein capitalisme, colonialisme. Donc il y a un changement culturel très important. On a été accompagné ces derniers 40 ans par des magnifiques philosophes. Il faut commencer à les écouter un peu plus souvent. Voilà. Je pense que c'est chacun sa profession, mais l'interconnexion, c'est aujourd'hui probablement un des mots les plus importants à fréquenter et à pratiquer. Se connecter, écouter, pratiquer ensemble, etc. Voilà. Philippe Weber, vous l'avez vu, bon, c'est le type de design qui c'est représentatif de ce discours du post-carbone, c'est la progression, c'est la compréhension par le faire. Donc quelqu'un qui refait un four à coke, mais pour une production artisanale, c'est une narration, c'est ce qu'on appelle future fabulation, hein? C'est cette manière de raconter dont on a besoin, parce qu'on n'a pas, non seulement on n'a pas de certitude en ce moment, parce qu'on est encore en pleine phase d'expérimentation, mais on n'a plus de certitude. Et on doit fabuler autrement. Et probablement la poésie et le partage, c'est autour du feu ouvert, c'est ce qui nous attend et pourquoi pas. Je pense que c'est une vision moins solide, moins certaine, mais et c'est vraiment là qu'on va rentrer probablement plus en collision avec la nature, mais on ne devient vraiment pas partie de ce monde vivant et du non-vivant. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que... Oui. Ah oui, je pense... moi, je suis un peu... Je voulais ajouter quelque chose et j'ai vu ce que je dis, parce que pour moi, le français, c'est un peu trop difficile, surtout quand on parle de deux points. Pour moi, c'est un peu difficile à comprendre. C'est parce que je suis dans la vie. Alors, mais j'ai voulu dire, pour compléter aussi avec ce film documentaire génial, j'ai vu quelque chose, j'ai vu un peu, on a eu une émission aussi sur le même thème, l'Académie, avec l'extraction de notre planète. Mais il faut donc aller vers la symbiocène. Et ça, c'est important. Je voulais faire un peu comme ça, donc symbiocène. Oui. Oui. Très bien. Si je peux dire un petit truc aussi, en fait, ce qui est important aussi qu'on voit là, justement, c'est que c'est bien de recueillir les difficultés aussi, donc le partage des difficultés, en fait, pour pas se sentir trop seul, en fait, par rapport à tout ça. Je pense que c'est ça qui est super important aussi, et pour faire avancer les choses, en fait,
voilà, le partage des connaissances et des mauvaises expériences et des bonnes expériences, c'est aussi important, quoi, parce qu'effectivement, il y a plein de difficultés, et on parlait des normes, on parlait de l'industrialisation, et c'est vrai qu'en fait, le problème aussi de la pensée moderne dont on continue à être un peu victime, c'est qu'on associe industrialisation avec exploitation, en fait, directement. Et donc, la production, normalement, si on change de paradigme, effectivement, on peut l'associer à quelque chose de plus heureux, si possible, quoi. Mais c'est vrai que ça reste difficile, quoi. Mais je pense que c'est bien de dire que ça reste difficile, parce qu'il faut juste continuer. Et donc, voilà. Et réouvrir les possibilités. Aussi, pour parler. Et réouvrir les possibilités. Je crois que c'est ça, en fait. Finalement, on doit aussi tout redécouvrir. C'est tout remettre en question. Quand on sait que les systèmes de fondation, il n'y a pas que le béton pour faire des systèmes de fondation. Il y avait des pieux en bois qu'on traitait et qu'on mettait dans le machin. Il y a aussi des systèmes de vis métalliques qui s'enlèvent en plus après avoir... voilà. Donc, en fait, c'est juste après, évidemment, ça... On ne peut pas répondre à toutes les échelles avec tous les matériaux. On avait parlé de la justesse des choses. Je crois que nous, ce qu'on essaie d'expliquer aux étudiants, c'est que pas qu'on ne veut plus faire de projet en béton. On voudrait, mais ce n'est pas possible. Et en plus, c'est pas intelligent de faire ça comme ça. Le but du jeu, c'est de retrouver une échelle et se ouvrir les possibilités. Genre, dès qu'on peut mettre, par exemple, des briques de terre crue à l'intérieur, parce que c'est plus facile, ben voilà, parce que voilà, il y a des perspirants et tout ça, il y a tout plein de choses, il y a tout plein de qualités qui sont aussi dans l'invisible, la qualité, donc les qualités sensorielles, mais il y a aussi les qualités de respiration, on oublie des fois l'air, vous en avez parlé aussi dans certaines expositions, mais voilà, il faut tout réouvrir, il faut tout réapprendre, parce qu'avant, finalement, on avait le béton, et on devait choisir entre 3 ou 4 qui étaient plus faciles, qui n'étaient pas chers. La question économique, évidemment, remplit les conversations. Donc voilà, il faut chaque petite chose, voilà. Et le déjà là, il ne faut pas construire. Donc il faut essayer de faire avec l'indéfini, construire pour plus, pour différent, et ouvrir à tout plein de choses, des programmes qui peuvent s'accueillir l'un à l'autre, des espaces en fait qui ne sont plus utilisés, doivent être utilisés, et ouvrir à différentes... Oui. Et des choses comme ça, c'était une bibliothèque d'assemblage disponible sur internet où on pouvait imprimer avec des systèmes d'imprimante. Oui, je pense que nous devons aussi penser, non pas seulement upscaling, mais aussi transcaling, quelque chose comme ça. Merci. Merci. Il y a une question.
une petite question par rapport au fait d'arriver avec une extraction de terre de villes industrialisées. Est-ce qu'il y a pas des évolutions justement le fait qu'une extraction de terre de substrat de villes industrialisées? Que le risque, comment vous analysez justement cette terre par la suite? Est-ce que vous avez des analyses spécifiques? Je crois que j'entends pas très bien. Si les terres sont polluées? Oui, c'est le milieu industriel, par des villes. Est-ce que la pollution a un impact justement sur cette terre? Oui. Oui, du coup, dans les villes industrielles comme Bruxelles, il y a eu énormément de sites où il y a eu de la pollution. Mais en fait, on a une traçabilité des terres qu'on exploite. Par exemple, en fait, sur les 37 millions de tonnes de terre dont on parlait, en fait, il y en a 16 millions qui sont exploitables, parce qu'on écarte le moindre doute. Et il y a différents, contrôles. Il y a un contrôle avant les excavations qui est fait par le maître d'ouvrage. Ouais. Donc il y a des tests géologiques qui sont faits. Ensuite, quand il y a des excavations même, il y a des tests, il y a des échantillons qui sont pris tous les temps et temps de camions, etc., qui sont analysés, ils font toute la batterie. Et après, ils savent faire une cartographie, enfin une coupe géologique, de dire de tel mètre à tel mètre, on sait que là, il y a un risque de pollution à hydrocarbures ou temps et temps. Et par contre, à partir de 4 mètres ou à partir de 8 mètres, on sait que là, c'est des terres qui sont... Il n'y a pas de remblai, c'est des terres vierges, puis les argiles sont aussi les moyens de dépolluer, donc on a comme une sorte de strate sacrificielle qui protège en fait les strates d'en dessous. Donc, et ensuite, quand ça arrive dans notre centre à nous, on refait des tests aussi en interne. Donc il y a 3 à 4 échelons de contrôle. Et nous, du coup, c'est clair et net qu'on ne travaille pas avec des terres, on refuse les terres polluées. Et il y a aussi un système je pense qu'il y a tellement de contrôles, il y a aussi un système de confiance avec toutes ces certifications, tous ces contrôles-là. Et on a un protocole en interne aussi. Mais en fait, les excavations sont tellement profondes qu'elles sont en dessous de tout ce qui est l'anthropocène. Voilà. Merci. Oh. C'est les questions régénératives. Oui, ça va proliférer après, on aura plein dans le fond. Exactement. J'ai une petite question, on a déjà peut-être un petit peu parlé, c'est au niveau des normes en fait, parce qu'avec la révolution industrielle, ça a amené les matériaux, on a appris à les maîtriser, et donc on a maintenant les eurocodes par exemple, que nous on utilise très souvent à la base de la construction. Et là ici avec ces nouveaux matériaux, comme vous le disiez, c'est des thèmes qui sont justement pas plus basés sur une expérience scientifique, c'est plus itératif. Et je me demande comment est-ce que vous arrivez à dans la construction, intégrer ça, comment est-ce que vous arrivez à passer au-dessus justement de tous ces normes qui normalement sont ancrées dans les traditions. À revoir. Vas-y, je pense que vous êtes les plus... Alors, en fait, là, on vient de passer 1 an sur donc ces fameuses briques c'est dommage qu'on n'ait pas amené une, mais briques du musée du design de Gand. En fait, je ne l'ai pas amené parce qu'on a dû faire un compromis à la fin, on a dû stabiliser avec du ciment, donc on n'est pas très fiers, quoi. Mais et voilà pourquoi on a dû le faire. En fait, on a commencé par faire cette brique qui était pressée. Donc, c'est une brique qui n'est pas cuite. Donc, c'est un bloc pressé. Et comme c'est un bloc de façade, donc avec l'Eurocode, Gand, on se retrouve avec une certification. On doit avoir des briques qui sont de classe F2, c'est-à-dire qu'ils doivent passer 50 cycles de gel-dégel. C'est-à-dire que dans la nature, c'est ultra rarissime que ça arrive. C'est-à-dire que tu plonges ta brique dans de l'eau. Tu la sèches vite, tu la remets avec une température élevée, tu la gèles, tu la ressèches, tu la remets dans l'eau,
c'est un enfer. Une brique de terre, je crois que ça fait 2 cycles, ça explose totalement, tu vois. Et donc les briquetiers et les cimentiers, ils ont pallié ce problème en surcuisant les briques. Donc c'est des briques qui sont surcuites, donc ils arrivent à avoir le F2. Et les blocs, en fait le ciment, je ne comprends pas encore comment ça se fait, mais il y a une capacité d'absorption et de désorption qui fait que en fait, l'eau ne va pas péter la structure. C'est vraiment des liens extrêmement puissants en fait, dans la réaction hydraulique. Et donc, on a commencé par faire une brique avec de la chaux locale. En Belgique, il n'y a que de la chaux aérienne et une brique avec de la chaux hydraulique. Et les tests de gel-dégel ont été... En fait, il y en a une qui a passé 50 cycles, donc c'était juste de la chaux et des sables issus du recyclage. Elle a passé les 50 cycles, mais à l'observation, elle avait perdu un petit... parce qu'il y a 2 tests, il y a les 50 cycles et observation visuelle de la brique. Elle avait perdu une petite paillette comme ça, et donc du coup ça n'a pas passé le test. Pourtant le labo, on a un labo qui est super coopératif, ils sont à fond, ils sont vraiment bien. Donc c'est pas comme si ça vient pas, il n'y a pas d'hostilité. Et donc à partir du moment où on n'a pas passé ce test, cette classe F2, en fait est intervenu un organisme ça s'appelle le BCCA, donc c'est l'organisme belge qui en fait donne des certifications. Et là on a eu de la chance, c'est qu'on avait des clients qui voulaient vraiment travailler avec nous, qui croyaient vraiment en nous. On avait vraiment des architectes et des clients qui voulaient, qui croyaient et qui ont rallongé, qui nous ont permis en fait de continuer de prototyper et de continuer des itérations, etc. Et donc là, Ken, qui travaille avec moi à RND, qui est fondateur de BC, là où il a eu une super idée, c'est qu'en fait il a impliqué le contrôleur de la BCCA. Il a dit ok, on a cherché toutes les normes qui existaient sur possible, tous les tests de labo. On a dit ok, tu veux quoi, on a pris, et en fait il nous a fait prendre tous les tests pour les briques, pour les blocs de silico-calcaire, pour les blocs de béton. Il nous a pris tous les tests les plus ardus, on va voir tous les trucs les plus difficiles. Il a dit si vous passez ça et ça, vous aurez la certification. Et donc on s'est mis du coup on a mis du ciment, on a essayé de faire la recette avec le moins de ciment possible. On a cherché en fait à même plutôt que de faire, on a coupé le ciment, enfin on a remplacé une partie du ciment avec des filères calcaires qui sont pas cuits, c'est issu, enfin c'est une ressource que tu pourras, voilà. Et et à partir de ce moment-là, on a réussi à passer tous ces tests de labo. Il y avait encore des nouveaux tests qu'il faut qu'on fasse. Ils trouvent toujours quelque chose où ils nous rajoutent, il faut faire ce test-là. On n'en avait jamais entendu parler. Et en fait, on a joué le jeu. Et on a vraiment été on a eu des longues discussions, on a sorti des eurocodes, on a comparé avec les eurocodes écossais pour leur dire, vous voulez, en fait en Écosse il n'y a même pas besoin d'une classe F2, et non, on a vraiment négocié, et au final on a eu la certification, et les clients ils étaient admirables parce qu'ils ont soutenu, on a tous bossé pour que ça fonctionne, et c'est en ça que je pense que c'est comme ça et en ce moment-là on travaille, on veut obtenir un agrément technique pour des briques de terre crues, et on travaille avec le CSTC, et c'est un long processus de leur montrer que c'est beaucoup de communication, c'est énormément de... Et je pense que on leur demande, on ne peut pas rentrer dans les normes, la note d'information technique, parce qu'en fait, dans la note d'information technique, ils disent aux maçons comment on construit un mur de maçonnerie, mais les murs en terre crue, ça existe quelque part, machin, et on leur dit on ne peut pas rentrer là-dedans parce que c'est quand même... Et donc au début ils disent non, et puis petit à petit, en fait, on leur dit mais si on vous donne ça, ok, et si on donne ça, et donc c'est tout ça, on passe énormément de temps là-dessus. Avec les components, au final, la certification
de difficulté, des critères vraiment objectifs. Mais c'est comme, en fait, c'est comme une étape où on arrive à poser, en fait, on pose ces questions, on dit, ouais, on a passé en fait les 50 cycles avec une brique qui n'avait pas de ciment, mais en fait, on veut commencer en fait, ça permet d'interroger ce cadre, et on a l'espoir que peut-être ils vont petit à petit nous demander une liste moins longue et qu'on leur dira mais c'est pas du ciment qu'on fait des briques, et que peut-être ils vont se dire ok, on va vous demander un peu moins, mais ça sera pas pour des applications, ça dépendra de l'application. Et il faut préciser que c'est une brique utilisée en façade en extérieur. Parce que pour prendre, il faut regarder un peu chez les voisins. Donc effectivement, chez les Allemands, il y a des normes sur la construction en terre crue, qui est souvent convoquée, qu'on essaie de convoquer en France et en Belgique. Et en France, il y a un peu l'équivalent de BC Materials, donc Cycle Terre, qui a été créé là, il y a 2-3 ans avec Amaco, Crater et d'autres acteurs, et qui eux ont réussi à avoir des ATEX, donc des avis techniques expérimentaux sur des BTC, donc des briques de terre comprimées, utilisées en cloisonnement intérieur, en remplissage, et donc sans stabilisant, en cloisonnement intérieur. Donc il y a quand même des acteurs qui arrivent avec des terres d'excavation issus des chantiers du Grand Paris, qui est critiquable, le projet du Grand Paris, en tout cas la valorisation des terres et même problématique de pollution, d'analyse, et ils ont réussi, et aujourd'hui ils produisent des briques stabilisées, des briques non stabilisées, donc des briques stabilisées plus utilisées à certains endroits. Donc là, la façade, ce qu'il faut voir, c'est qu'une façade utilisée avec cette stabilisation au ciment, avec la stabilisation à la chaux aussi, il y a les deux. Il y a chaud-ciment. Chaud et ciment par rapport à une brique cuite ou à un parement avec une pierre qui vient de l'autre bout du monde, etc. Il faut voir ce que ça convoque en comparaison. Et effectivement, le référentiel réglementaire qu'on utilise est totalement anti-logique des matériaux naturels, mais il est ce qu'il est pour le moment. Et il y a quand même des avancées, puisqu'il y a des filières qui se créent et qu'il y a des projets qui utilisent ces matériaux-là, qui vont faire avancer la norme sociale, qui vont prouver à certains ingénieurs ou certains contrôleurs que ça peut exister et assouplir, etc. Donc ça avance malgré tout. Et sur le mycélium, c'est encore autre chose, c'est encore plus en amont et encore plus... en tout cas, il y a le CSTC qui s'y intéresse, on a été contacté avec Parmafungi. Donc, ça veut dire aussi que le CSTC s'y intéresse, ça veut dire que la norme sociale évolue quand même. Parce qu'il y a quelques années, je ne suis pas sûr qu'ils s'étaient ouverts à la question. Alors, je pense qu'on doit conclure ici. Il y a encore un petit verre, donc vous pouvez continuer à vous parler. On est fatigué maintenant. Laissez-nous. On veut dormir. C'est très bien. Si je peux juste finir. David. C'était juste pour rebondir sur ton dernier mot sur les traditions. Les traditions sont le fruit en fait d'une culture et d'un amas de personnes qui définissent ensemble qui est la tradition. Le changement de tradition, dont le changement de paradigme, ne dépense pas d'énergie. C'est dans la tête. Donc il faut évoluer sur ces choses.